Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Construction qui nous accompagne, des chandelles, fait que, voilà. Donc, ouais, vraiment. Ouais. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, suivez-nous sur Instagram, toutes les plateformes de podcast, sur LinkedIn. Fait que voilà, mais ça va nous encourager, puis ça nous permet toujours de garder en lumière vos notifications pour savoir c'est quand nos prochains épisodes. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un j'ai la chance de recevoir Femke, qui est coordonnatrice d'écoquartier de la Chine pour un organisme qui s'appelle le GRAM, qui est un OSBL qui organise des initiatives d'écoquartier pour ramasser des déchets. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilisation citoyenne, de transformation écologique de quartier et de gouvernance d'organisation environnementale. Donc, bienvenue, Femke. Bien, ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Puis, j'espère que je vais pouvoir partager tout ce qu'on fait avec tout le monde pour qu'on soit plus connus. C'est vraiment très apprécié. Oui, bien justement, mon premier contact avec l'organisation Le Gram, c'est que c'était mon ami de l'UQAM qui dans sa newsletter, dans ses courriels, qui avait reçu une invitation pour faire justement comme une collecte de déchets dans l'opération nettoyage. L'opération nettoyage, exact, dans le quartier. Puis j'avais rien d'autre à faire ce samedi-là, ou samedi ou dimanche. Puis fait que je lui dis oui, pourquoi pas. J'avais jamais fait ça, puis ça m'a vraiment intéressé. Puis j'ai toujours voulu faire ça depuis, mais tu sais, dans la vie, on sait pas qu'on a le temps, fait qu'on prend pas le temps. Fait que j'ai décidé de prendre le temps cette journée-là, puis j'ai vraiment apprécié ça. On a rencontré plein de gens de tous âges, juste des gens qui prennent ça à cœur. C'était pas le parc le plus sale, par contre, mais on a ramassé quelques trucs quand même, là, puis des trucs, des barbecues, des affaires. Là, j'étais genre, my God, vraiment, des gens c'est horrible, qu'est-ce qu'ils laissent, là. Fait que, Oui, les déchets, ça fait monter beaucoup d'émotions d'habitude. Donc ça, c'est une bonne approche pour justement approcher les gens, pour les réveiller aux questions environnementales. Parce que c'est ce qui est visible et c'est ce qui dérange. Donc c'est une bonne façon de rentrer dans la matière. Oui, on ne réalise pas que des fois, quand on marche, que ça nous saute aux yeux. Mais c'est drôle que vous dites que ça vous fâche, parce que je suis sûr qu'il y a des gens que ça ne fâche pas du tout. Hein? C'est pas tout le monde qui a la même perspective de déchets. Là. C'est sûr, oui. Il y a des gens que ça les laisse indifférents, mais sinon, il n'y en aurait pas par terre. Si tout le monde était fâché, mais ça serait beaucoup plus propre. Donc, il y a d'autres gens que ça les intéresse pas, donc ils passent à côté. Puis, c'est pas moi, donc c'est pas à moi, donc je touche pas. Mais heureusement, quand même, la majorité des personnes, une fois qu'elles ont ouvert les yeux, puis ils voient tout ça, mais il en va de plus en plus, et on le voit surtout avec les enfants là, qui commencent à très, très, très allumé pour, par exemple, ramasser les mégots de cigarettes. Ouais. Oh mon Dieu, j'en ai jamais ramassé autant. Vous donniez un seau spécialement juste pour ça, tellement vous saviez, dans le fond, qu'il allait avoir de ça à toutes les pans de parc. Il y en avait tout le temps. Il n'y en avait pas un qui n'en avait pas. C'est le déchet le plus répandu. Et c'est les gens le soupçonnent le moins parce que c'est très normal pour les fumeurs de juste jeter leurs mégots par terre quand ils fument dehors. Et puis, c'est quand même un déchet très dangereux. Il y a dans un filtre d'une cigarette, ça ramasse plein de toxiques, donc des substances toxiques. Ouais. Les toxines, et dès qu'un filtre comme ça tombe dans l'eau, mais ces toxines-là, ils vont polluer jusqu'à 13 000 litres d'eau. Hein? Donc, oui. Un seul mégot? Oui, un seul mégot. Puis le mégot, parce que le mégot dure longtemps, c'est fait en plastique. Le plastique, ça prend 300-400 ans à se décomposer. Ben oui. Donc, ça a du temps à polluer pas mal. Et déjà, il y a plein de toxines dans le tabac. Lui-même, c'est lui justement qui filtre ces trucs-là, puis ces toxines-là se retrouvent dans l'eau. Là. Oui. My God! Donc, c'est vraiment important de ramasser les mégots, de ne pas les mettre par terre, puis de les jeter dans la poubelle. Ou, encore mieux, on peut les recycler même.
Oui, j'ai vu ça sur LinkedIn la dernière fois. Il y avait un gars qui ramassait ça en France puis qui faisait des matériaux isolants pour les murs. Mais oui. Ça serait vraiment incroyable qu'on ait ça au Québec. Oui, mais on a un organisme qui les amène au recyclage, mais ils sont recyclés aux États-Unis. Oui. Ah, OK. Est-ce qu'ils font le même produit? Je ne sais pas exactement quel produit ils font, mais sûrement surtout dans les isolants, dans les matières comme ça, on peut vraiment recycler beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez été pour la première fois en contact avec GRAM? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez étudié dans la vie pour faire ça? Oui, qu'est-ce que j'ai... en fin de compte, le GRAM, l'environnement, c'est des deuxièmes études pour moi. J'ai commencé quand j'étais jeune comme musicienne. Ah oui, OK. Pas rien à voir avec l'environnement. Mais l'environnement m'a toujours intéressée. Tu sais, c'est même enfant déjà, tu sais, j'avais des affiches sur sauver le jungle, puis tout ça sur ma mur. Mais je pense que c'est le fait d'avoir eu des enfants qui m'a vraiment interpellée. Tu sais, dans quel monde est-ce que je mets ces petits êtres-là? Donc, qu'est-ce que je vais leur donner à manger? C'est quoi l'impact que ça a, tout ça? Puis, j'ai aussi les changements climatiques. Quand j'ai entendu parler des changements climatiques, ça m'a aussi beaucoup inquiétée. Donc là, j'ai commencé à étudier. Donc, c'était mes deuxièmes études. Puis, j'ai fini ces études-là avec une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. OK. Donc, voilà. Et là, je dis, là, j'ai une maîtrise, il faut bien que je fais quelque chose avec. C'est ça, okay. Et pas longtemps après, mais je n'ai pas tout de suite abouti au GRAM, mais j'habitais déjà à la Chine à cette époque-là. Et j'ai découvert le GRAM, qui est un organisme basé à la Chine. Et donc, je me suis dit, là, il faut bien que je travaille au GRAM, vu que je suis en environnement, puis j'ai réussi à me faire embaucher. Donc, par le GRAM. Le GRAM qui veut dire d'ailleurs Groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement. OK. Et c'est une des groupes les plus anciennes, peut-être, oui, je pense que oui. Dans les top au Québec, 5, sinon... au Québec, ça a été fondé en 1989. Quand même. Par des étudiants. OK. Oui, des étudiants qui à ce moment-là, ça avait un autre nom. Ça s'appelait le groupe de... Groupe de recherche en macroécologie. OK. Ouais, Wow. Recherche quelle appliquée. université ou... Groupe de recherche appliquée en macroécologie, je pense que c'était à l'UQAM à l'époque. À l'UQAM, oui. Ouais. Toujours l'université la plus progressiste, le classique. Oui. Puis les fondateurs, donc c'était des étudiants et ils étaient surtout donc intéressés à la macroécologie, donc l'écologie, mais au niveau global, pour comment les actions différentes ont des effets partout sur le globe. Et ils étaient notamment des fervents défenseurs des barrages hydrologiques au Québec, qui, en ce moment-là, c'était vraiment la chose qui était spéciale au Québec aussi. On a nationalisé notre énergie avec cette source d'énergie renouvelable. Et puis, le GRAM, à ce moment-là, défendait vraiment le point de vue que c'était nécessaire pour devenir indépendant, puis justement combattre les changements climatiques. Déjà, à l'époque, ils étaient là-dessus et ils se faisaient d'ailleurs parfois... il y avait d'autres personnes écologiques environnementalistes qui n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils voulaient protéger les rivières, les fleuves, les lacs. Et bien sûr que quand on fait un barrage, mais on fait aussi beaucoup de dommages environnementaux. Oui. Mais il n'y a aucune... Mais je pense que c'est ça que j'ai appris aussi dans mon certificat en environnement. Il n'y a aucune technologie qui n'a pas d'impact non plus. Ça, je pense qu'il faut l'accepter. C'est un choix. Là, Oui, je pense aussi à l'époque, c'était quand même très audacieux d'aller plus dans cette direction-là. Puis avec la quantité d'eau qu'on a au Québec, c'était un choix logique. Et oui, on a fait des sacrifices, mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir une énergie renouvelable
Exact. Et d'avoir donc beaucoup moins d'impact environnemental aujourd'hui que beaucoup d'autres pays. Oui. On a accès à ça, c'est quand même ça magnifique. Ça fait du sens maintenant d'avoir une voiture électrique au Québec qu'ailleurs. Je veux dire, si ta centrale hydroélectrique a fait du charbon, tu auras beau avoir une Tesla, ça ne change rien. Là. Non. Tu running on gas anyways, là, dans le fond. C'est ça, oui, absolument. Donc, pour nous, c'est quand même un grand avantage qu'on a maintenant. Oui, on a fait les sacrifices mais on peut juste, pour le futur, faire plus attention comment on va augmenter notre quantité d'énergie renouvelable pour vraiment être capable de pérenniser, de garder cet avantage-là. On n'a peut-être plus besoin de faire des énormes barrages comme on a fait à l'époque, mais on peut quand même faire d'autres installations. Là, il y a beaucoup Hydro-Québec investit énormément dans l'énergie éolienne. Il y a l'énergie solaire qui est beaucoup moins chère maintenant, qui commence à vraiment avoir une belle place aussi. Et puis, il y a d'autres types d'énergie qu'on peut exploiter, comme les marées. Ah, les marées motrices, oui. Les marées motrices, des petits centrales au fil d'eau, donc qui ne font pas de barrage, mais qui vont quand même utiliser la force de l'eau pour avoir de l'énergie. Pour créer de l'énergie plus petite. Oui, ça peut être très intéressant pour des localités plus éloignées, d'avoir des petites centrales comme ça dédiées, puis... c'est magnifique parce qu'ils deviennent autonomes en plus en énergie. Donc, je pense qu'on est sur un bon filon. Oui. Puis, comment vous êtes arrivé au Gram? Ben moi, je suis arrivée au Gram. Donc, comme je dis, je suis la Chinoise. J'habite à la Chine depuis l'année 2000, donc ça fait déjà 25 ans. Quand même, hein? Oui. Puis, quand j'ai fini mes études, puis j'ai découvert que le Gram était à la Chine, mais je trouvais ça une belle coïncidence parce que le premier livre que j'avais lu sur l'environnement, c'était écrit par Jean-François Lefebvre, qui est le fondateur du Gram. Ah ouais? Un des fondateurs du Gram. Wow. Donc, c'était drôle. Donc, je l'avais déjà... Je savais déjà que le Gram existait. Puis là, j'ai vu que c'était dans mon quartier. Mon Dieu, mais là, il fallait que j'aille travailler là. Ah, OK. Oui, voilà. Puis j'ai commencé petit à petit, là, vraiment. D'abord, je faisais toutes sortes de choses juste pour aider le Gram. On était tout petit. À ce moment-là, il y avait juste 8 personnes au Gram. Puis on faisait tout. On avait... le Gram, donc, avait déjà différentes activités. On travaillait en éducation relative à l'environnement. On travaillait avec les jardins collectifs dans l'arrondissement. Et on avait le programme Écoquartier aussi. OK. Depuis le début. Là. En fin de compte, le programme Écoquartier, le Gram l'a reçu en 2011. OK. La Chine, ça a commencé en 2011. Quand même. Oui. Donc, c'est à ce moment-là. Mais avant, le Gram était travaillait déjà avec l'arrondissement, par exemple, pour la distribution des bacs verts. Donc, les bacs de recyclage, ils ont participé à ça. Et ensuite, pour les bacs bruns, on a répété l'expérience. D'ailleurs, ça s'est arrivé très proche. Après mon arrivée au Gram, j'ai notamment aidé avec l'implantation des bacs de compost à la Chine. C'est un gros projet qu'on a mené à la Chine. Ah ouais. C'est quoi? C'est la ville qui vous appelle? Ils vous envoient? Là, vous aviez un bureau, un siège social? Ou C'est ça. Ben, on est une OBNL, mais ils nous demandent donc de faire toute la partie de sensibilisation. Donc, on a fait la porte-à-porte. On est allé voir tous les gens avec l'information. Vous allez recevoir bientôt un bac brun. Ça prend ça. Vous allez mettre ça dedans. Ça fonctionne comme ça. C'est bon parce qu'on va récupérer le compost, tous vos restes de table, et ça va devenir de la compost, ça va retourner à la terre. C'est bon pour la terre. Donc, c'est tout expliquer ça, d'organiser des soirées d'information, de leur donner leur kit de départ, donc le petit bac de cuisine avec leur sac en papier dedans, puis avec les dépliants, qui explique tout, le numéro de téléphone pour que les gens nous appellent. Puis puis ensuite, donc c'est ça. Puis on a fait ça donc pour les bacs verts avant que j'arrive et pour les bacs bruns après mon arrivée. On l'a fait en différentes phases, là. D'abord l'ouest de la Chine, l'est de la Chine. Puis ensuite, on vient de finir, en fin de compte, l'année passée, l'implantation dans les logements, dans les bâtiments avec 9 logements et plus, donc pour les grands blocs appartements.
Ah, OK. Ouais. Puis ça nécessite quoi? Un plus gros bac qui centralise les trucs? Enfin, ça dépend un petit peu de comment le bâtiment est organisé, mais en général, oui, il y a des plus grandes bacs en bas, puis les gens ont tous leurs petits bacs individuels qui vont vider chaque jour ou quelques jours dans le plus grand bac, oui. Wow. Puis ça fait... Est-ce que vraiment vos études, ça a aidé à faire l'application? Au Gram? C'était-tu un requis? Comment ça marche, l'emploi? Mais oui, mais c'est sûr que quand on fait des études en environnement, on a des connaissances. C'est très vaste, hein, l'environnement, donc on a beaucoup de sujets qu'on peut toucher quand on étudie là-dedans. Et en même temps, c'est un avantage aussi, surtout quand on parle d'un programme comme les programmes Écoquartier. Là, je l'ai nommé, on tourne en rond. C'est incroyable. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai pas commencé tout de suite à l'Écoquartier au Gram, mais quand je suis rendue là, j'étais vraiment contente parce que c'est un programme qui vise la mobilisation, la sensibilisation des gens, des personnes dans le quartier aux enjeux environnementaux dans leur quartier. Et on va leur donner des moyens pour agir. Donc, c'est pour ça qu'on organise différentes activités. Tu sais, on va faire des opérations de nettoyage comme tu as fait avec nous. On va faire du jardinage collectif ou avec des groupes. On va faire des ateliers dans les écoles. On va faire des ateliers avec les organismes. J'organise des ateliers de couture une fois par mois avec des tissus récupérés. On a un point de service pour les gens où ils peuvent venir nous voir avec leurs questions. On a plein de dépliants et puis on peut leur expliquer qu'est-ce qui se passe. On a aussi un point de dépôt, donc les gens peuvent nous amener des choses qui sont recyclables mais qui ne vont pas dans le bac vert. Par exemple, les électroniques désuets, les cartouches d'encre, les piles, les filtres Brita. On a une boîte pour les vieux brosses à dents. On ramasse les bouchons de liège. Tu sais, on ramasse plein de choses comme ça. Donc, on aide les gens avec la gestion de leurs matières résiduelles. Et puis, on leur offre des activités pour se mettre en action, pour dire, OK, moi aussi, je fais quelque chose pour l'environnement. Je vais participer à votre opération de nettoyage, à votre atelier sur le nettoyage écologique ou, tu sais, je nomme n'importe toutes sortes de choses. Oui, il y en a différentes. Donc, ce programme-là, ça m'a beaucoup parlé parce que ça couvre beaucoup de choses différentes. C'est versatile. Oui. Donc, tu sais, j'adore, par exemple, tout ce qui touche l'agriculture urbaine et le verdissement, sur laquelle le Gram est très actif aussi en dehors du programme Écoquartier. Mais dans le programme elle-même, donc, on accompagne les gens, soit dans les jardins collectifs. Donc, ça, c'est un jardin où les gens viennent tous bénévolement travailler, puis on partage les récoltes ensuite. On en a un sur notre toit au Gram, donc sur le toit de notre bureau, donc ça, c'est vraiment cool. Mais on accompagne aussi d'autres jardins collectifs dans la Chine qui existent déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est les groupes de gens qui travaillent là, on va les aider de temps à autre. Ou on fait du jardinage avec des groupes comme, par exemple, le Club des handicapés de la Chine. Ils ont un jardin, puis on va les aider à cultiver des choses dans leur bac et des choses comme ça. Le jardin est comme mieux aménagé à leurs conditions physiques? Ou, oui, c'est surtout des jardins en bac, donc c'est surélevé, donc les gens en siège roulant, ils peuvent participer et tout, là, puis c'est ça, on les aide on les apprend comment planter, comment entretenir tout ça, puis on fait des fêtes des récoltes. Puis... C'est-tu populaire? Oui, ça, c'est des activités qui sont très populaires. Les gens aiment beaucoup ça. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qu'à la Chine, des jardins communautaires aménagés comme ça? Ou... Des jardins collectifs, oui. C'est une différence, hein? Communautaire et collectif, c'est pas la même chose. Ah, OK. C'est quoi la différence? La différence, c'est vraiment que dans un jardin communautaire, chacun a son petit lot qu'il loue de l'arrondissement ou de la municipalité, puis qui cultive tout seul dans son petit carré. Tandis qu'un jardin collectif, c'est un grand terrain. Puis on arrive tout le monde ensemble, on cultive tout le monde ensemble, puis on partage les récoltes. Donc, comment c'est géré, cette récolte-là? Mais c'est vraiment... c'est très simple. Par exemple, sur le toit, c'est ça. On a 5 personnes qui ont jardiné, mais à la fin de la session, on voit tout ce qu'on a récolté, on le divise en 5, puis bye-bye.
OK, ça Partez avec. Il y a 5 concombres, 5 personnes. Tac, c'est aussi simple que ça. Oui. Puis s'il y a juste une concombre, on dit c'est à qui la concombre de cette semaine? Oui, c'est ça. OK. Oui, c'est Michel, tu as travaillé fort. OK, vas-y, c'est ton concombre pour aujourd'hui. OK, c'est vraiment, c'est plus, OK, c'est géré comme une famille, là. Oui, c'est pas des énormes récoltes, là, surtout sur le toit, c'est quand même limité ce qu'on peut faire, mais c'est super sympathique, puis les gens apprécient beaucoup. Puis ils viennent aussi, c'est une grande fonction, le jardin collectif, pour nous, social et éducatif. OK. Parce que, donc ça leur permet d'échanger et d'apprendre sur le jardinage. Il y a plusieurs personnes qui ont un jardin chez eux, mais ils viennent quand même parce qu'ils apprennent des choses, ils ont des oui, telle autre personne a cette technique de les concombres, ça se cultive mieux quand tu fais ci, ça. C'est ça. Puis, oh mon Dieu, tu sais, j'ai ça dans mes tomates, qu'est-ce que vous faites? Puis là, on dit, tu sais, les maladies de tomates, ça peut être ci, ça peut être ça. Puis ça les écureuils, comment ça gérer ça aussi? Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est très vivant. On donne des petits ateliers, justement. Tantôt, on parlait des champignons, mais on a fait pousser des champignons cette année. C'était super sur le fun. toit? Oui. Ah oui, OK, même avec le soleil, d'habitude, ça donne des trucs super... on les a protégés avec du jute, en fin de compte. Puis ça a super bien poussé. Puis pas trop de soleil, parce que c'est quand même sensible à l'UV, là. OK. C'est ça. Non, c'était super cool. C'était un beau projet. Puis c'est quoi la différence entre le GRAM puis le programme Écoquartier? Oui, grande question. Alors, le GRAM, c'est un OBNL qui a une vocation environnementale. Le motto du GRAM, c'est là, il ne faut pas que je me trompe, les collectivités résilientes dans un environnement sain et durable. Donc, c'est ça notre idée, de développer ça, de développer des collectivités qui sont résilientes et qui ont un environnement qui leur permet d'être en santé, puis qui va aussi être bon pour leurs enfants puis leurs petits-enfants. Nous, on se concentre beaucoup sur la ville. Tu sais, on est basé en ville, 70%, 80% des gens habitent en ville. Donc, je pense que c'est cet environnement-là qu'on doit vraiment prendre sous la loupe, puis regarder comment on peut améliorer ça pour que ça devienne plus vivable, mieux, plus durable, plus sain. Mais c'est eux qui ont le plus gros impact aussi, là, parce que c'est souvent, on le sait, les gens qui vivent en ville, ça pollue quand même beaucoup plus. Là. Mais puis c'est plus difficile parce qu'on est loin justement de notre nourriture, ne pousse pas nécessairement à côté de la porte. Donc, exact. Voilà, donc c'est tous ces défis-là. Donc, comment se nourrir quand même localement, même si on est en ville, comment se transporter d'une façon qu'on ait moins de pollution, moins de gaz à effet de serre. Toutes les questions de la transition socio-écologique qu'on est en train d'implanter à cause des changements climatiques. Il faut faire une transition, il faut changer. Et puis, donc, le GRAM, elle va trouver toutes sortes de projets pour aider les gens à mettre cette transition-là en place. On a un énorme département de verdissement au GRAM. Okay. Donc, on plante énormément d'arbres. Ah ouais? Oui. Et oui, pas c'est juste. Vrai. J'allais voir sur le site, puis il y avait plein de dates, des journées, verdissement de tel parc ou des trucs comme ça. Là. Ouais, j'avais vu ça, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est surtout ça, dans tout l'ouest de l'île, en fin de compte, on a des contrats avec les municipalités pour verdir avec eux, notamment les terrains des institutions, les commerces et les industries. Ah ouais? Oui. Les industries aussi? Oui, ça, c'est intéressant, mon Dieu. Oui. OK. Oui. Puis, c'est ça, les municipalités subventionnent, en fin de compte, les arbres pour que ça devienne moins cher pour les entreprises à planter sur leur terrain. Parce que comme une municipalité peut planter sur son terrain à lui, mais sur les terrains privés, il n'y a pas de pouvoir. Puis nous, on peut aller marchander Votre juridiction peut aller jusqu'à là. Okay. Oui, c'est ça. Nous, on va aller démarcher donc les entreprises, les institutions, puis on va planter sur leur territoire avec eux. Et c'est très apprécié. Tu sais, de un, ils vont à embellir leur terrain. Oui. Puis de deux, c'est souvent, on fait ça avec en activité de team building avec les employés ou avec les enfants d'école. Donc, ça fait des beaux verdissements significatifs. Des moments sociaux aussi, un moment social avec... Oui. Wow, OK, cool.
Donc ça, c'est une chose. Puis on fait aussi le verdissement privé, donc chez les gens, chez les résidents. On a un programme pour les résidents. Et l'écoquartier a aussi un programme pour les résidents. Donc les résidents aussi peuvent profiter d'un arbre qui coûte moins cher qu'on va planter chez eux sur leur terrain. C'est combien le ratio de coût, mettons, par exemple? Dans le programme Écoquartier, ce programme-là s'appelle Un arbre pour mon quartier. Ça se fait à grandeur de Montréal par tous les écoquartiers qui sont à Montréal. Parce que le programme Écoquartier n'est pas juste à la Chine, elle est dans tous les arrondissements presque. Oui, je me rappelle. 16 sur 19 c'est ça. Arrondissements ont un écoquartier et on fait tout ce programme-là qui s'appelle Un arbre pour mon quartier. Donc, les gens peuvent commander un arbre via le site web au printemps et à l'automne et ça coûte 25$. Ah! Ouais. C'est tout? C'est tout. Peu importe le... C'est sûr que ça, c'est le début. Si tu veux un arbre fruitier, c'est 35. Je pense que si tu veux un conifère, c'est 40. Mais tu sais, c'est quand même, c'est super pas cher si on regarde qu'est-ce que ça coûte dans une pépinière. Là, c'est... Oui. Je pense que aussi le plus compliqué, c'est vraiment de le faire, d'aller l'apporter. Puis là, je ne sais pas de quelle grandeur il est, cet arbre-là. C'est quand même des arbres de 3-4 ans, donc ils sont à peu près 1,50 m, 2 mètres de haut. Ah, quand même, hein? Je veux dire, dans une voiture, c'est quand même pas tant nice à transporter là. C'est plus gros, oui. OK. Puis vous chargez de faire la livraison aussi? Ça dépend. Donc, Un arbre pour mon quartier, les gens sont invités à venir chercher leur arbre. Donc, on donne une date quand les arbres sont livrés. Ils commandent, puis là, à cette date-là, ils peuvent venir le chercher pour le planter eux-mêmes ou ils peuvent aussi commander une plantation. Donc, ils peuvent ajouter un peu d'argent pour qu'on vienne planter chez eux. Le programme du GRAM qui s'appelle Ensemble on verdit, ça, c'est toujours avec plantation. Donc, on le fait... Ça, c'est plus dans l'ouest de l'île. On le fait dans différentes municipalités. OK. Et la particularité aussi, c'est qu'un arbre pour mon quartier, les arbres sont un peu plus petits. Donc, parce que souvent, dans les municipalités, ça arrive que les gens doivent couper un arbre parce qu'elle est malade ou en tout cas, ils coupent un arbre. Et la municipalité les oblige à les remplacer. Ah. Notamment les frênes, par exemple, c'est toutes les frênes qui étaient malades, mais ça, il faut les remplacer. Donc là, pour les remplacer, les municipalités ont des règlements qui demandent une certaine grosseur d'arbre et notre programme en Ensemble on verdit, nous, on répond à ces exigences-là. Oh, wow! Donc, avec ce programme-là, ils sont toujours corrects pour remplacer leur arbre. OK. Ouais. Wow! C'est donc intéressant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on couvre. OK. Oui. Donc, ça, c'est une grosse partie de nos activités. On fait aussi des activités en éducation relative à l'environnement. On a un programme super cute qui s'appelle Lecteurs en herbe. OK. Les animatrices, on a juste des animatrices, qui vont dans les garderies et centres de petite enfance et même à l'école prématernelle pour faire de la lecture avec les enfants sur des sujets environnementaux, sur la nature beaucoup. Et puis, ils amènent les enfants dehors pour faire cette lecture-là. Oh, wow! OK! Ouais. Trop cute! Donc, c'est super mignon. Donc, ils parlent, par exemple, à l'automne, ils parlent des couleurs des feuilles. Puis, les enfants vont aller dehors, ils vont jouer dans les feuilles, ils vont rencontrer les arbres, Et puis, donc, ça vient toujours aussi avec un petit cahier pour les parents. Qu'est-ce que votre enfant a appris avec la lecture? Et ça stimule autant la lecture que l'amour pour la nature chez les enfants. Et donc, une petite conscience environnementale dès le tout jeune âge. Ça fait une activité, justement, qui vont s'en souvenir. En général, je me rappelle que toutes mes sorties, c'est ce que je me rappelle bien plus que mes cours à l'école. Oui. Mais quand on va dehors comme ça, puis c'est vraiment... Donc ça, c'est un très beau programme qu'on fait quand même dans beaucoup d'écoles, beaucoup de garderies. Aussi, maintenant, on a commencé... la Chine, La Salle, puis là, on est rendu à Saint-Laurent, je pense. C'est aussi différents quartiers qu'on couvre maintenant. Oui. Puis la différence entre GRAM mais écoquartier, ça, c'est un autre L'écoquartier, chose, c'est donc vraiment, c'est un programme. C'est un programme qui est originalement développé par la Ville de Montréal. En 1995, ils ont commencé ce programme-là. Ils l'ont déployé dans tous les arrondissements, même plus, dans tous les districts. Donc, on en avait, je pense, 52 petits écoquartiers. Et le but, c'était justement pour que l'environnement devienne plus quelque chose d'accessible pour les gens, qui peuvent prendre action pour embellir leur quartier, pour la propreté. C'était beaucoup les sujets à l'époque, là, vraiment la propreté, l'embellissement. Mais donc, puis ça
évoluer vers une bonne gestion des matières résiduelles et puis le verdissement et maintenant aussi donc la consommation responsable et la transition socio-écologique. Oh, OK. Wow, OK. Il y a ça aussi dans le programme d'écoquartier. Wow. Okay. Ben, en fin de compte, c'est quelque chose qui maintenant... prend de l'ampleur, hein? Prend de l'ampleur. C'est des modes aussi en environnement. Hein. Au début, on parlait juste environnement. À un moment donné, c'était le développement durable, que tout le monde devrait faire du développement durable. Et là, il y a eu beaucoup de critiques. Mais on ne peut pas développer, puis on devrait arrêter de développer. Ben, on ne peut pas arrêter de développer. Je pense qu'on doit juste voir ça différemment. Qu'est-ce qu'un développement, puis qu'est-ce qui est durable, puis en fin de compte, puis maintenant, c'est la transition socio-écologique qui est le terme qui est populaire et tout le monde doit faire un plan de transition socio-écologique. Puis c'est quoi un plan de transition écologique pour que les gens le sachent? Mais c'est un plan dans lequel donc, on va définir que il faut sortir des combustibles fossiles. OK. C'est la prémisse de base. On doit sortir de ces choses, de ces combustibles-là pour de notre dépendance, essayer d'arrêter les changements climatiques. Le réchauffement de la planète, ça vient de cette pollution-là par la combustion des combustibles gaz à effet de fossiles. serre. Oui, les gaz à effet de serre. Donc, si on veut arrêter de créer autant de gaz à effet de serre, mais il faut aller vers d'autres modes de créer notre énergie notamment, mais il y a beaucoup d'autres habitudes qu'on a qui créent des gaz à effet de serre qu'on peut changer, notamment pour les matières résiduelles. Tu sais, tous les sites d'enfouissement dégagent beaucoup de gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui est un gaz à effet de serre encore beaucoup plus 25 grave. fois justement. Ça varie de 14 à 25, là, mais oui, exactement. De CO2. Donc, voilà, donc et puis, on a une augmentation de consommation qui est fulgurante. On a des surconsommateurs fantastiques. Et puis, et ça vient donc avec une création de déchets énormes. Donc, d'amener la conscience des gens vers une consommation sobre pour diminuer les choses qu'on jette, d'avoir une économie circulaire, de voir que les choses reviennent à l'usage. Donc, au lieu de jeter les ressources, de les réutiliser, de les réintégrer dans une économie circulaire. Et de voir... donc, aussi, c'est quoi nos besoins pour vivre? On a été très stimulés à toujours consommer et ça lié à notre bonheur, disons. Et puis, on peut juste éduquer les gens pour dire tu n'as pas besoin de consommer pour être heureux. Il y a tellement d'autres choses qui te rendent heureux. Mais oui, OK. Tu sais, à un moment donné, tu as mangé assez, tu as assez de choses dans ta maison. Ça ne va pas te rendre plus heureux d'en avoir encore plus de choses ou de manger plus, là. C'est comme... Ou, faire combien de voyages par année est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est vraiment mieux d'aller en Thaïlande que peut-être tu peux juste aller à Repentigny puis avoir une belle vacance aussi, là, Je ne sais pas. C'est de changer le paradigme, de changer l'idée des gens que on peut vraiment avoir une belle qualité de vie en consommant beaucoup moins et en pensant différemment à qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on a besoin, vraiment. Puis les programmes d'écoquartier poussent cette initiative. Moi, je veux beaucoup que ça va par là. On est en train, en fin de compte, la Ville de Montréal et le regroupement des écoquartiers sont en train de faire une grande réflexion sur reformater le programme écoquartier pour inclure cet aspect-là. Mais ce qui fait du sens, parce que c'est un peu c'est la source de cette génération-là, c'est nous. Oui. C'est un peu comme mon dernier... j'ai eu un invité qui parlait justement de une société croissanciste crée un problème croissanciste, donc la croissance ne peut pas régler son propre problème qu'elle génère elle-même. Fait que c'est un peu ça le problème. Là, pourquoi on a autant de déchets? Mais ils viennent d'où ces déchets-là? Ça vient de cette consommation-là. Fait que je pense que c'est comme de réfléchir qu'il faut régler ça à la source, en fait. Là. Fait que je pense que c'est une bonne approche quand même. La réduction à la source, c'est vraiment le paradigme là, qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Et Mais je pense que c'est une bonne démarche que vous avez fait aussi. Vous avez développé
tous les autres aspects aussi, le social, la réduction, ramasser, revaloriser, tout ce que vous disiez, l'éducation. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment c'est une bonne approche. Là. Oui. Donc, c'est ça. Donc, le programme, pour revenir au programme Écoquartier, donc c'est vraiment un programme qui, maintenant, ce sont les arrondissements qui mandatent un OBNL sur leur territoire à donner le programme Écoquartier. Donc, OK. Oui. Donc, à la Chine, c'est le GRAM qui est mandaté par l'arrondissement de la Chine de faire le programme Écoquartier sur leur territoire. OK. À La Salle, c'est Héritage Laurentien. À Saint-Laurent, c'est Ville-en-Vert. Okay. Puis, c'est ça. C'est comme les OBNL locaux de chaque quartier. Oui, là. Okay. c'est ça. Le programme Écoquartier, c'est géré par la ville encore? Ou, non, en fin de compte, c'est devenu... C'est vraiment drôle. C'est comme la ville, c'est comme retiré. Okay. Et puis, c'est vraiment les arrondissements qui l'ont rempli, qui donne donc un mandat, c'est différent d'un quartier à l'autre, un peu le mandat écoquartier. Mais on a le regroupement des écoquartiers et on a certains projets qu'on fait tous. Comme je parlais tantôt, Un arbre pour mon quartier, ça c'est un projet que tous les écoquartiers font. On a aussi les patrouilles estivales, ça c'est vraiment le fun. L'été, on a... donc le regroupement des écoquartiers engage des jeunes. Puis ils vont dans chaque écoquartier, on va en avoir 1, 2, 3 par écoquartier. Puis pendant 2 mois, ces jeunes-là, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont faire des kiosques, ils vont travailler sur différents sujets. Et c'est la moitié de leur mandat, c'est du sujet pour la Ville de Montréal. Donc, ils parlent notamment, par exemple, de l'économie d'eau. Ils vont parler de la grille du Frêne. Ils vont parler de gestion des matières résiduelles, toujours. Donc, ça fait toujours partie d'eux. Et, ils font du porte-à-porte, là, puis ils viennent sensibiliser. C'est ça. Ils vont vraiment sensibiliser les gens en porte-à-porte, les aider avec avez-vous des questions sur votre bac vert ou savez-vous que vous ne pouvez pas arroser au milieu de la journée? C'est des choses comme ça. Puis, ils vont faire des kiosques aussi dans des parcs. Ils vont parler aux passants dans des places où il y a beaucoup de gens. Puis, puis l'autre moitié de leur mandat, donc, ils vont aider l'écoquartier local avec leurs différentes activités. Donc, ils vont participer aux opérations de nettoyage, ils vont aller aider dans les jardins, dans des plantations. Donc, c'est vraiment génial. On a un petit coup de main estival. Et c'est super apprécié. Ils rejoignent beaucoup de monde. Puis maintenant, au GRAM, il y a le conseil d'administration. Est-ce que ça grossit? Oui. C'était combien au début? Maintenant, c'est combien? À quoi ça ressemble, ça? Mais comme j'ai dit... Mon Dieu, j'ai vraiment... Je saute du coq à l'âne. J'ai commencé à parler de ce petit groupe d'étudiants en 89. Mais c'est devenu donc plus grande. Puis ça s'est installé à la Chine à partir des années 90. Et c'est devenu, disons, le GRAM s'est de plus en plus impliqué dans la vie communautaire à la Chine. Et puis, donc, comme moi, j'ai rejoint le GRAM en 2015, on était 8. C'était encore assez petit. Quand même. Et maintenant, on est presque 40 personnes. Oh, wow! OK. Oui. Au conseil d'administration ou vraiment juste le conseil d'administration, il y en a 7. 7, mais des membres actifs? Non, mais les employés, il y en a presque 40. Puis à l'été, ça va jusqu'à 50 presque parce que, bon, justement, on ajoute les patrouilles. On ajoute aussi beaucoup de planteurs, des gens qui viennent planter des arbres avec nous. Parce qu'on a besoin de... Oui, c'est des saisonniers, donc ils viennent juste pour cette saison-là, mais c'est quand même des équipes là, qui... on a besoin de beaucoup de monde. Oui. Puis c'est quoi les principaux défis de gouvernance stratégique que le GRAM vit en général? La gouvernance, ça s'est bien établi. Je dirais que au début, on avait juste un directeur. On a eu déjà un directeur avec un directeur adjointe. Quand j'étais là, c'était ça, quand j'ai commencé. Et puis, à un moment donné... Ça vraiment, on a regardé la structure, comme on avait différents pôles, puis qu'on sait, en augmentant le nombre d'employés, on ne savait plus trop qui faisait. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais tout le monde portait plein de chapeaux, mais j'imagine. C'est aussi parce que, tu sais, ceux qui sont sur le terrain en train de verdir, ils ne savent pas qu'est-ce que tu es en train de faire à l'écoquartier. Puis maintenant, c'est pire parce que maintenant, on gère l'écoquartier dans le sud-ouest. Donc, on a une équipe dans le sud-ouest
sont 5 personnes qui sont là-bas. On les voit jamais. Okay. Ils ne sont pas à la Chine, ils sont dans le sud-ouest. Ils font le programme Écoquartier pour l'arrondissement du sud-ouest. Okay. Donc, c'est génial. Mais donc, à un moment donné, on a formé un comité de gestion. Et sur le comité de gestion, il y a la coordonnateur de chaque département du GRAM. Donc, ça nous permet, ce comité de gestion-là, de garder le pouls. Qu'est-ce qui se passe dans chaque département. Donc, au moins, tous les coordonnateurs sont au courant. Qu'est-ce qui se passe dans les autres départements. Puis, on arrive à créer des... c'est ça, notre défi, c'est vraiment de créer des synergies entre nos différentes activités. Donc ça nous rend toujours très heureux quand on peut dire, OK, moi, j'ai un projet de verdissement auprès de ce bâtiment-là, mais l'écoquartier peut venir aussi parce qu'il y a beaucoup de déchets. Donc là, on va combiner nos interventions sur avec un même client, même territoire, un même partenaire. Okay. Dans le but d'homogénéiser le plus les actions, j'imagine? Ou... Mais aussi pour avoir plus d'impact, pour que, OK, cette personne, elle a déjà une sensibilité, cette entreprise ou cette école, ils veulent déjà faire des activités pour aider l'environnement, mais on peut aller plus loin, on peut leur offrir une conférence, on peut justement aller nettoyer leur terrain, ils peuvent participer à une autre plantation, ils peuvent... Est-ce que des fois c'est l'inverse, c'est eux qui proposent des initiatives puis ils demandent votre aide? Ou... Oui, okay. Ça arrive Vous avez aussi. un exemple de... Est-ce que j'ai un exemple? Oui, il y a une école récemment encore, là, une école à la Chine. Elle m'a écrit, je trouvais ça très drôle parce qu'elle m'a écrit en septembre pour demander « Est-ce qu'on peut faire une opération nettoyage pour le Jour de la Terre 2026? » J'ai dit « Wow, vous êtes de l'avance! » Et c'est mieux, tant mieux. Oui, mais c'est ça. Donc oui, ça arrive quand même régulièrement. Surtout des écoles. Mais parfois aussi des entreprises. Puis là, vous proposez un coordonnateur qui va organiser, puis c'est, dans le fond, responsabiliser un peu cette initiative-là. Là. OK. Absolument. Ça s'est bien passé ou? Oui, mais ça s'est pas encore passé, celui-là, pour 2026, mais en général, ça va bien, oui. Puis, c'est quoi les prochains objectifs respectifs des objectifs globaux du GRAM? Ça s'en va vers quoi? Oh, ça c'est difficile. Mais c'est sûr qu'on a une planification stratégique qu'on a faite en... Oh my God. Là, j'essaie de m'en souvenir. Non, ça fait un peu plus longtemps que ça. Je pense qu'on est dû pour la... Pour la refaire, oui. Pour la refaire. C'est vraiment... Ça se décline dans un plan d'action avec différentes choses quand même assez précises aussi, là. Est-ce que vous faites justement le but de mettre des coordonnateurs puis cette synergie-là, vous faites justement comme un tableau de suivi, là, aujourd'hui, cette année, on a fait au moins un minimum de 3 actions par mois ou un truc comme ça? Oui, okay. Oui, on essaye de voir, tu sais, parce que là ça commence, tu sais, ça fait longtemps qu'on roule, on sait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas augmenter le nombre de personnes que tu rejoins avec le nombre, tu sais, avec les nombres d'employés que j'ai pour intervenir sur le terrain, ça va toujours rester. Parfois, je ne peux pas aller plus loin dans le nombre de personnes ou dans la quantité que je peux ramasser. Donc, on essaie de voir aussi surtout l'impact qu'on peut avoir. Donc, on est en train de mettre en place des façons de mesurer l'impact. Donc, comment est-ce qu'on a... vraiment, comment quantifier l'impact, faire des sondages, regarder des changements de comportement, regarder si les gens vont parler autour d'eux de quelque chose qu'ils ont fait. Si j'ai travaillé avec telle personne, est-ce qu'elle m'amène des nouvelles personnes la prochaine fois? Est-ce que si j'interviens sur ce territoire-là, est-ce que je vois qu'il y a d'autres entreprises sur ce territoire qui vont aussi être intéressées à faire la même chose? Donc, de mesurer plus qualitativement que juste quantitatif. Pour... vous avez déjà des façons quantitatives de le faire, mais vous le faites de façon qualitative maintenant. Oui, OK, je comprends. Oui, on essaie vraiment de développer ça. Parce que c'est ça, comme je dis,
Ben, oui, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, justement. Là, c'est une façon qualitative d'avoir un impact, là, justement. Oui. Là, c'est pas... OK. Oui. Wow, OK. Oui. Donc, de se faire connaître. Ça, c'est le grand défi, quand même, de se faire connaître. Là, c'est dommage que ma collègue en communication n'est pas avec nous, parce que, je dirais, moi, c'est une des choses qui m'inquiète le plus. Ah ouais? OK. Parce que je suis assez vieille pour avoir vécu l'époque des journaux. Que tout le monde avait son journal. On avait notre petit journal local. Et puis, on avait beaucoup moins d'écrans sur lesquels on communiquait, mais on avait ce moyen papier, puis les affichages, puis la radio, la télé peut-être. Donc, les canaux étaient plus limités, plus centralisés. Puis surtout, le journal local, je dirais, ça, je regrette énormément que ça a disparu presque partout maintenant, les journaux locaux. On en a une à la Chine, mais elle est juste en ligne. Il faut s'abonner en ligne, tu vas la recevoir, mais je n'ai pas de journal en papier. Puis je pense que ça nous coupe d'une grande partie de population qui sont moins à l'aise d'aller sur des écrans. Oui. Et puis... aussi, oui, il y avait un côté, comment je dirais, là, je suis peut-être très subjectif, là, mais moi, ça me faisait, je pouvais sentir la communauté par le journal. Parce que c'était physique, ouais. C'est physique, c'est là-dedans, puis tu sais que presque tout le monde à la Chine va recevoir ce petit papier-là, puis va le lire, donc... tu as comme plus confiance que ça va bien se diffuser partout. Puis il y a un éditorial aussi, il y a quelqu'un qui vérifie justement, maintenant, tout le monde peut s'improviser sur TikTok environnementaliste, là, puis il n'y a personne qui l'envoie en question. Et puis il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où la trouver finalement. Il y a trop de façons de s'informer que... Trop c'est comme pas assez, comme on dit. Là, exact, voilà. Là. Puis on devient blasé aussi, on est fatigué. On est surstimulé là, de façon incroyable. Oui. Je pense que c'était quoi? C'était dans la dernière étude que j'avais lue, notre attention est fractionnée 575 fois dans une journée. Là. Ouf! C'est énorme. Là. Ben oui. Ils disent un gestionnaire de projet qu'on dit « Ah, il a pompé plein de courriels, il se sent productif. Ouais. Est-ce qu'il l'est réellement, vraiment? Là, je pense que tu penses t'as vraiment une perte une distance entre justement l'action qui compte vraiment puis vraiment la réelle productivité. Là. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de questionnements là-dessus parce que je trouve que c'est là qu'on a un grand défi de rejoindre les gens vraiment, puis qu'ils nous écoutent vraiment aussi. Que, tu sais, on est sur les réseaux sociaux, puis on met des affiches, mais c'est ça, je reste très attachée à mes petites affiches papier. C'est ça. J'imprime un calendrier de nos activités à chaque mois, puis je trouve ça important. Puis je suis justement super heureux d'avoir mes patrouilles en été parce qu'ils peuvent aller les distribuer. Donc là, j'en imprime plus, puis je dis, mettez-les partout. Puis j'ai toujours l'idée que ça aide un peu, que certaines personnes je pense que ça prend un peu des deux, là, justement. Là, que, si les générations sont plus... tu sais, moi, je trouve ça vraiment important. J'ai l'abonnement sur les newsletters, dans le courriel. Je suis comme, OK, là, je le reçois. Là, je prends un screenshot, je le mets à quelque part sur mon cellulaire. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais ce mois-ci? OK, je vais regarder ce calendrier-là de telle organisation. Puis je mets ça dans mon calendrier, puis je me book tout de suite, là, tu sais. Moi, je pense que c'est ça, pas avoir de temps puis pas prendre le temps, c'est un peu ça, là. Si tu le mets dans ton calendrier, ben ça fait que, on dit tout le temps, un rêve avec une date, c'est un objectif. Donc, si tu permets de faire ça, ça veut dire que tu te dis que tu prends le temps de concrétiser cet objectif. Mais ça, c'est des habitudes que les gens doivent apprendre, par exemple. Exact. Que ce soit en papier ou les deux, là, c'est comme si le papier, ça rejoint ce public cible-là, tant mieux. Là, c'est même si moi j'ai un babillard aussi, là, je ferais la même chose si je le recevais en papier. Là, fait que, Puis vous trouvez que c'est lequel de vos initiatives qui a le plus d'impact? Vraiment... Bonne question. Top 3 des Top choses 3. Que vous dites, wow, attends, j'ai pensé à ça, là. J'ai vu cette question-là. Attends, je vais regarder mes notes. Top vraiment... 3. Mes coups de cœur. Mes coups de cœur ou le plus d'impact? Ben, admettons, on va y aller avec coup de cœur.
Ouais. Puis que ceux que vous savez que vous avez un impact quantitatif et qualitatif que vous avez parlé tantôt. Là. Ouais. Mais je pense que l'impact, c'est vraiment quand même le verdissement. Le programme de plantation d'arbres, on plante, comme là, je pense qu'on a planté 3000 arbres cette année. Quand même? Oui. Wow! Oui. Puis je peux me tromper, mais c'est vraiment dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, OK. Ouais. Oui. Puis ça, je trouve ça fantastique. Parce que, veux pas, planter des arbres, c'est bon. C'est les arbres, ça absorbe le CO2, ça verdit l'environnement, ça rend les gens plus heureux. Vraiment, s'il y a une rue avec des arbres à côté, les gens conduisent plus lentement. C'est des choses... C'est un îlot de chaleur en plus. Là. Oui. Ça, tout le monde si le sait, quelqu'un dans un hôpital a un arbre devant sa fenêtre, il guérit plus vite. Écoute, c'est des études qui ont été faites, qui ont été prouvées. C'est fou. Ça fait tellement du bien d'avoir de la verdure autour de nous. Les arbres sont nos grands amis. Mais moi, j'ai plein de plantes chez moi à cause de ça, justement, parce que je trouve ça... J'ai incorporé ça dans ma routine, puis je vous le dis tout le temps, un podcast, là, mais je trouve ça vraiment important, ces plantes-là, qui font partie de mon quotidien. Là, absolument. 100%. Ouais. Donc ça, je pense, pour le grand impact, c'est vraiment ce programme-là. C'est sûr, le travail avec les enfants, c'est toujours génial aussi parce que les enfants amènent ça dans leur famille. Ils apprennent aux parents ce qu'ils apprennent à l'école, ce qu'ils apprennent à la garderie. Donc ça aussi, c'est très précieux. Une pierre de coups. Puis c'est un investissement, dans le fond. C'est un investissement de temps pour plus tard, dans le fond. Là. C'est eux qui vont s'occuper de la planète, dans le fond. Oui, absolument. Puis on sent chez les enfants qu'ils trouvent ça très important. Oui, ça j'entends souvent ça. Oui. Que j'ai comme l'impression que c'est inné, hein? Oui. C'est qu'ils sont comme pas encore corrompus par les autres choses à faire de la vie, là. Je veux dire, je pense que c'est ça, hein? Oui. On voit souvent, c'est ça, les enfants sont très attachés à la nature, à être... oui, la nature, c'est comme très, très important pour eux. Parce qu'ils sont peut-être encore plus souvent dehors, ils sont plus émerveillés sur la beauté, puis sur tout ce qu'ils peuvent... les animaux, ils n'ont pas tout vu encore, puis ils trouvent que c'est merveilleux. Puis la nature est merveilleuse. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est merveilleux, puis ça devrait toujours l'être, en fait. Oui, puis on devrait toujours rester aussi émerveillé que c'est si fantastique, c'est incroyable tout ce qui nous entoure, puis on doit en prendre soin. Ouais. Puis ça, ils ont ça, c'est ça, de nature, tous les enfants ont ça. Donc ça, c'est vraiment le fun. Mais mes projets coup de cœur, je vais quand même y aller. On a un petit programme au Gramme, ça s'appelle le Bon Move. OK, j'aime le nom. Oui, et c'est pour aider les gens à adopter des transports plus durables. Ah, OK. Et puis, c'est vraiment un défi, surtout à la Chine où je viens, où on n'a pas de métro. De transport, non. On n'a pas de métro, on a un autobus. Et puis, les gens sont très attachés à leurs autos, surtout dans l'ouest de la Chine. Ils ont souvent même 2 autos. Parce que, bon, c'est ça. Ça prend un auto pour aller au supermarché. Quand tu habites sur la 45, puis le supermarché est sur la 32, mais là, tu prends ton auto. Donc, puis ce programme-là, ça propose aux gens, en fin de compte, différentes choses. On a vraiment comme une espèce de panier de goodies pour les gens dans lequel ils peuvent piger. Ils peuvent emprunter un vélo électrique pendant 3 mois. Ah ouais! Ils peuvent avoir un pass Bixi. Ils peuvent avoir des passes pour la communauté. Et puis, avec tout ça, et ils ont des conseils. Donc, ils vont s'asseoir avec une de nos employés qui va donc faire une activité de consultation. Ils vont regarder leurs habitudes de transport, puis ils vont regarder dans quelle façon ils peuvent délaisser leur auto solo pour faire autre chose. Wow! Ouais. Puis donc, ils sont accompagnés pendant, je pense, 6 mois. Le programme, au total, dure 6 mois. Et donc, ils vont tout essayer, puis... si tout va bien, ils vont adopter ces moyens de transport-là. Ils ont vraiment le temps d'essayer, de faire des essais-erreurs, puis d'avoir des conseils. Et puis ensuite, puis on voit que... Ça marche bien?
Ben oui, ça marche. Oui, Vous avez les gens sont très combien de personnes enthousiastes. qui ont participé à... Là, je pense qu'ils ont comme eu une première cohorte, une vingtaine de personnes, une vingtaine de ménages. En fin de compte, c'est toujours par ménage qu'on travaille. Ça, puis une deuxième cohorte qui est en train de se bâtir pour continuer ça. OK. Oui. Puis justement, c'est des gens qui viennent porter ces informations-là en faisant du porte-à-porte, puis après, c'est eux qui viennent à vous. Okay. Oui, on a fait du porte-à-porte sur ce programme. On a fait différentes conférences. On est allé chez des organismes, rencontrer des personnes. On est... pour faire connaître le programme. Puis, non, ça marche vraiment bien. Ouais? Puis, je trouve ça génial parce que, justement, tu sais, les gens se plaignent beaucoup qu'on n'a pas le transport en commun qu'il faut. À la Chine. Mais au lieu de dire oui, c'est épouvantable, donc je reste avec mes 3 autos. Non, c'est épouvantable, donc je vais faire autre chose. Je vais prendre mon vélo, je vais faire de l'autopartage. Tu sais, je vais faire le moitié-moitié. Je prends l'auto jusqu'aux prochaines stations de métro, puis là, je prends le métro. Tu sais, Équiterre avait un programme qui s'appelait Cocktail Transport. Exactement ce que j'allais dire. Exactement. C'est ça, faire des cocktails. Faites un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est quoi un cocktail juste pour que les gens qui ne savent pas c'est quoi? Oui, mais c'est ça. Tu as un abonnement communauto. Donc, parfois, tu vas prendre ton communauto ou tu vas prendre le métro jusqu'à la station de métro le plus proche. Puis ensuite, tu prends un communauto. Puis après, tu marches. Après ça, tu marches. Tu sais, tu la mets dans son stationnement. Tu marches un petit peu. Oui, différents modes de transport dans le même déplacement. Ou dans la même semaine ou dans la même journée. Tout ça est possible. Donc ça, c'est un programme que j'aime beaucoup. Un autre programme, d'autres choses qui m'allument beaucoup, c'est toujours le jardinage, l'agriculture urbaine. Oui. Je pense que c'est une des choses que je trouve magnifique. Je suis vraiment pas une très bonne jardinière moi-même. Mais, non, mais c'est pour ça que j'adore notre toit vert, parce que ça me permet de jardiner avec des gens qui savent comment faire. Oui, donc ils sont mieux que moi. Puis on a, tu sais, si mes récoltes dans mon jardin ne marchent pas, mais au jardin collectif, là au moins on va avoir quelques tomates. Là, si mes tomates ont foiré dans mon jardin à moi. Donc ça, c'est bon. Mais je trouve que c'est des lieux... des gens très importants pour les enfants et les adultes, mais justement, on voit tous les âges qui viennent dans le jardin et puis les jeunes apprennent que comment ça pousse leur nourriture. On perd ça. Oui, parce qu'on va au supermarché, on ne sait pas d'où ça vient. Puis on ne sait même pas comment c'est fait. Oui. Moi, je le dis souvent dans le podcast, des fois, je parle à des jeunes, ils sont comme, un fruit, ça sert à quoi? Oui. C'est un organe reproducteur d'une plante, puis les gens ne les réalisent même pas. Oui. Puis, tu sais, je mentionne mon père, là, mais mon père ma mère, ils font beaucoup de jardin. Oui. Puis mon père ne mange pas, parce qu'il y a dans le propre jardin, c'est ma mère qui le mange. OK. On dirait qu'il y a cette comme barrière mentale à se dire, c'est pas l'épicerie. Mm-hmm. Puis je suis comme, mais non, mais voyons donc, mais je suis sûr que mon père, c'est pas le seul à penser comme ça. Ah oui. De se dire, puis tu sais, j'avais déjà une ex-copine qui me disait, on peut manger la tomate dans le jardin, là? Je suis comme, mais oui, justement. Tu penses que ça vient d'où, les tomates qui sont dans le supermarché? Exact, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est dangereux, ce concept-là, fait que je suis d'accord que c'est important. Là. Non, il faut leur remettre ça sous le nez que non, si tu veux manger un concombre, tu plantes un concombre, il va te faire une belle fleur, puis ensuite il y a un petit concombre qui va pousser, puis va devenir grand, et va être délicieuse. Oui, puis en plus, ça t'apprend pas juste que c'est délicieux, c'est l'importance de la pollinisation. On dit tout le temps, les maudits moustiques, mais ils ont leur fonction, puis c'est important. Là. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages qui peuvent se faire autour d'un jardin. Et puis, ça aussi, c'est un embellissement de notre environnement, je trouve. Moi, je trouve ça super le fun de voir des arbres puis des choses qui poussent dedans que je peux manger. Moi, j'adore cueillir des choses. Donc, toutes sortes de choses. Puis, tu sais, les mûres, les framboises, les amélanchées. Peu importe. Oui, c'est un grand plaisir. Puis, je veux partager ça avec des gens. Puis, à la Chine, on a le bonheur d'avoir un vieux verger qui a été planté par les sœurs
Les Sœurs de Sainte-Anne, leur maison mère, qui a été fondée là-bas autour des années 1900, il y avait une énorme ferme, en fin de compte, derrière leur maison mère. Et sur cette ferme, il y avait un verger. Puis la ferme, bien sûr, a disparu avec le temps, mais le verger est toujours là. OK. Et puis, on a eu la chance d'y aller. Depuis plusieurs années, on nous permet d'aller dans ce verger-là puis cueillir les pommes. Même si les arbres ne sont pas entretenus, il y a énormément de pommes encore. Oui, donc... Ce serait une belle initiative de vous proposer pour trouver des gens qui s'occupent de ça, non? Oui, mais ça va se faire. Là, c'est l'arrondissement qui va dès 2027, ça va revenir à l'arrondissement. Puis oui. Puis on va donc le bonifier, le mettre en santé. Pour avoir un cidre, le gramme, c'est cool, ça. Moi, je me propose, là, si vous avez besoin d'aide pour faire des recettes, je suis là. Super. Oui, donc ça m'allume beaucoup, puis je trouve ça génial. Puis justement, la cueillette de pommes, les gens adorent. Oui. Ça, c'est une activité qu'on fait au moins une fois par année, puis c'est toujours un grand succès. Puis on fait quand même, on récolte comme 500 kilos de pommes. Oh, quand même, hein? Oui. Ah, de la tarte aux pommes, ça. Oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est quoi votre projet que vous avez dû de faire le plus de compromis entre impact écologique puis faisabilité ou économique? C'est celui qui est le plus difficile, que je dis, ah mon Dieu, on manque de ci, on manque de ça, puis c'était le plus difficile à mettre en place. En place, J'essaie de penser. Je pense que ce que je trouve le plus... Je parlais tantôt de l'implantation du compostage avec l'arrondissement. Je pense que j'ai trouvé ça difficile. Oui? Surtout dans les bâtiments de 9 et plus. Mais c'est ça, mais pour la gestion des matières résiduelles en général, dans les grands blocs à appartements, c'est compliqué. Résistance au changement? C'est même pas. C'est juste que les bâtiments sont mal conçus pour faire une belle gestion des matières résiduelles. Souvent, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas de place pour mettre les bacs. Il y a des chutes à déchets, sont minuscules, les gens ne peuvent rien mettre dedans. Donc, ça crée beaucoup de frustration. Par les usagers qui voudraient justement le faire. Oui, et donc, les gens laissent leur sac dans le couloir, puis là, déjà, qu'il y a un sac dans le couloir, quelqu'un d'autre va mettre son sac à côté, puis donc, il y a beaucoup de problèmes de mauvaises habitudes après, là, oui. Exact. Là. Oui, puis de comment est-ce qu'on peut travailler quand les gens ont pas c'est ça, toute l'infrastructure est contre eux. C'est comme... C'est ça. Ouais. C'est mal pensé à la base. Oui, c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis pour le compostage, tu sais, on a beaucoup d'idées préconçues que c'est sale, ça pue. Ça me dérange pas trop de déboulonner ces choses-là. Ah oui? Comment? Mais ça, parce que c'est aussi sale quand ça va dans la poubelle que ça va dans ton compost, c'est la même chose. C'est vrai, ça sent pas plus mieux parce que tu le mets dans ton poubelle. Là. C'est la même odeur. Et puis, en fin de compte, ton poubelle, il va être plus agréable à manipuler, il va être plus léger et tu vas avoir beaucoup moins de choses dans ta poubelle. Donc, ça va prendre moins de place. Puis ton compost, mais tu vas le mettre dans un sac en papier, tu vas le sortir juste un peu plus souvent ou tu vas garder tes restes dans le congélateur le temps que ton petit sac n'est pas encore plein. Puis quand elle va être plein, tu vas la mettre dehors. Puis, 100%. Moi, je fais mon compost ici moi-même depuis... Je n'utilise pas celui de la ville. Là. J'ai un bac en arrière, puis je le mets dans mes plantes. Là, j'ai un jardin urbain chez moi aussi. Là. Fantastique. Puis, comme vous dites, là, c'est 100% ça. Mes vidanges, ils sentent vraiment moins depuis que je fais plus ça. Puis, j'ai toujours fait ça, là, mais ça... C'est 100% vrai, ça, là. Exact. Ben oui, puis on a beaucoup moins de poubelles. Oui, c'est ça. Quand c'est fragmenté. Hein. Une poubelle traditionnelle, il y a 40% de compost là-dedans. Oui. C'est incroyable. Puis tout ce qui est recyclable aussi, c'est c'est du volume, là. Je veux dire, un carton de lait, tout ça, ça prend full de place. Là. Si ça le fragmente, c'est mon bac de recyclage, là, je rince tous mes trucs, là, ça sent rien. Là, fait que... Mais non, ça va bien. Oui. Non, c'est ça. Mais donc ça, les matières résiduelles, ça reste difficile parce qu'il y a des préjugés, parce qu'on n'a pas les infrastructures voulues. Et puis même dans les nouvelles constructions, il faut encore se battre pour qu'ils construisent, par exemple, une salle froide pour les bacs de compost ou une place assez grande pour les bacs de recyclage. Oui, c'est ça. Exact.
Puis comment vous faites pour justement vous battre pour que ça soit plus implanté? Mais en fin de compte, on essaie de travailler... le Graham a toujours l'idée qu'on peut... Ouais, faut mieux collaborer, essayer de trouver des ententes où on peut collaborer que de se battre et de se mettre contre quelqu'un. Donc, on travaille avec l'OMHM, qui est l'organisme pour les HLM. Dans le Sud-Ouest, notamment, on a un super programme. On a un employé qui fait le suivi quasi tous les jours. Il est sur le terrain pour aller faire le suivi avec les résidents de ces immeubles-là. OK. Pour les aider avec la gestion de leur matière résiduelle. Puis de trouver des solutions vraiment adaptées par bâtiment. Des interventions. Il organise des petites opérations de nettoyage très précis. Il va dire, OK, là, on a un problème qu'il y ait beaucoup de dépôts sauvages. Ils vont faire une activité de verdissement de ce lieu-là pour que ça devienne plus joli. Puis les gens ne veulent plus déposer leurs déchets parce que c'est beau maintenant, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas beau, on va mettre ça n'importe où. C'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça. Ah, wow! Smart. Très intelligent. Puis on essaie de trouver des comment, par exemple, des voisins pour que la poubelle est trop lourde, de trouver, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres voisins qui peuvent aider cette personne? Parce qu'elle n'est pas capable de sortir ses déchets. Oui, les personnes plus âgées. Là, C'est quand même que ça arrive aussi, ou qui n'ont pas le temps. Handicapés. Tu sais, j'ai des jeunes enfants, je ne peux pas sortir dehors, je ne peux pas laisser mon bébé. Donc, tu sais, de vraiment aller voir les gens avec leurs problèmes puis essayer de trouver des solutions sur place. Et ça marche vraiment bien. OK. Puis cette personne-là, c'est quoi sa formation? Qu'est-ce qu'elle fait dans... C'est aussi quelqu'un qui a fait sa formation en environnement. OK. Puis qui aime ça travailler avec les gens. Wow, c'est une vraiment belle initiative. My God. Oui. C'est pas un job facile, je dirais, mais c'est très gratifiant en même temps parce qu'il voit directement chez les gens quand il a un impact. Ouais. C'est quoi le défi que vous trouvez qui est le plus difficile qu'est-ce qui est en rapport avec la gestion du changement? Comme je comprends qu'il y a toujours un problème de sensibilité. C'est quoi le problème que vraiment les gens, ça marche, c'est tout le temps difficile? Oui. C'est le... Oh là là. Parce que c'est sûr que c'est pas le verdissement, là. J'imagine que tout le monde trouve ça super intéressant. Ça, ils aiment ça. Ce qui dit, c'est comme je peux revenir encore sur mes matières résiduelles, mais en fait, c'est la réduction à la source. En fin de compte, c'est la surconsommation. De dire que je dois moins consommer. C'est une atteinte à la vie personnelle. Ouais, là, ça vient chercher les gens. Là. Oui. Ça, c'est comme... Non, mais tu sais, j'ai le droit à mon petit voyage à Cuba, là. Mais oui, tu as le droit à ton petit voyage à Cuba. Qui suis-je pour dire que tu n'as pas le droit? Ça, c'est vraiment difficile. Tu sais, moi, je ne peux pas prendre cette décision-là pour une autre personne. Je peux la prendre pour moi-même parce que moi, je suis convaincue que moi, je n'ai pas besoin d'aller à Cuba. Puis je sais que l'impact que ça a, son petit voyage à Cuba avec l'avion, puis... Et la tonne de déchets qui est générée par cette industrie-là aussi. Puis là-bas, ils ont encore beaucoup plus de problèmes avec la gestion de leur matière résiduelle. Donc, c'est comme, je ne veux pas le savoir. Beaucoup d'autres problèmes. Oui, disons que, tu sais... Donc, ça c'est dur parce que ils l'ont mérité. Ouais. Tu joues sur le mérite, du travail acharné qui est très valable, et c'est valide, là, aussi. Puis aussi, ce que je trouve difficile, c'est aussi mais ça devient... Maintenant, ça s'est adressé plus souvent, mais le fast fashion, c'est pas cher. Mais c'est tellement pas cher. Je peux m'en acheter 3, tu sais. Oui, exactement ce que ma copine me disait. Elle me dit, pourquoi t'as acheté 3 concombres? Elle a dit, si le prix, c'est le tiers du prix pour $1, prends juste un concombre. Mais c'est un peu exactement la même chose. Ça te force à en acheter 3, finalement. Oui, puis pour la bouffe, c'est aussi très pernicieux parce que justement, je vais acheter le gros paquet parce que c'est moins cher, mais finalement, je vais jeter la moitié parce qu'elle est plus bonne, parce que j'ai pas eu le temps de tout manger. Donc, ça, c'est le gaspillage alimentaire qui est aussi très difficile. Oui. Donc, c'est ça de ramener... Comment est-ce que je peux convaincre les gens que c'est pas grave
d'acheter un petit peu moins ou de faire un petit peu moins. Juste plus réfléchir à ses actions, en tout cas. Là, ouais. Puis c'est quoi les actions que le Gram fait pour travailler sur ce défi le plus difficile, dans le fond? Là? Oui, mais je pense qu'à l'écoquartier, c'est ça qu'on fait tous les jours. Quand les gens viennent nous voir, on essaie de leur donner les bons conseils. Quand on fait des ateliers, on leur donne des alternatives. Tu sais, dans mes ateliers de couture, mais ils apprennent à réparer leurs choses. Avec les tissus, on peut faire des super beaux petits projets. Puis, on essaie de leur montrer que... Vivre autrement, c'est possible. Oui, puis que, tu sais, on essaie de prêcher par l'exemple, de montrer que, tu sais, les quelques produits qu'on a dans notre éco-boutique, mais ils sont là pour vous aider, justement, à moins consommer aussi. Des produits d'hygiène durable, les brosses à dents en bambou ou en métal. Oui, réutilisable. Ouais, exact. C'est ça. Est-ce que vous avez le même taux de résistance au changement avec les industries aussi? Parce que, tu sais, veux pas, on dit tout le temps que le citoyen, oui, il a son impact, mais les industries, c'est une autre histoire, là, je veux dire. Moi, je dirais que les entreprises, on est souvent très agréablement surpris parce que comme ils ont dans leur bâtiment, c'est eux qui décident. Si la direction décide pour ses 500 employés que non, c'est fini les bouteilles d'eau à usage unique, ils ont un énorme impact. Et ça se fait quand même régulièrement. Ah ouais? Est-ce que vous avez des témoignages justement d'entreprises où ils font un beau virage vert? C'est un bel exemple? Ou... j'étais... Oui, cette semaine, on était juste allé visiter le centre de petite enfance juste derrière nous. Là. OK. Puis, elle m'a parlé, la madame, comment ils ont remplacé... Parce qu'on parlait de différentes choses. Puis elle a dit... D'ailleurs, on a je pense qu'on parlait de compost, puis de papier brun. Puis elle dit, nous, on n'a plus de papier brun. Là, je dis, comment ça? Elle dit, là, finalement, on a trouvé que on a toutes des petites lingettes. Puis il y avait une madame qui les a cousues. Elle dit, au début, moi, je le cousais moi-même. La directrice elle-même, elle les cousait. Mais non! Puis elle dit, là, on a tout ça. On a ça pareil, là, dans une boîte où tu peux les prendre une à une. Puis on les met dans une panier à linge après. Donc, au lieu d'avoir du papier brun pour sécher tes mains, tu prends ton petit linge. Mais elle fait la même boîte qu'un tissu? Comme un tissu comme un Kleenex dans une boîte. C'est vraiment intelligent parce que tu ne changes pas, dans le fond, l'habitude. Non. Ouais. Fait que tu n'as pas de résistance au changement, tu faisais déjà ce mouvement-là. Oui, mais donc ça, elle a fait ça pour toute sa garderie. Elle en a 2 garderies à la Chine. Oh, wow! Ouais. Oh, wow. C'est génial. Ils ont trouvé une couturière qui leur coud maintenant leur petite lingette. Mais c'est très facile, c'est des petits carrés, là. Mais ça... C'est magnifique, tu vois. Puis je savais qu'ils étaient déjà très, très conscients, là. Ils font une bonne gestion, mais ça m'a vraiment impressionné. Je dis, waouh, tu sais, si tu veux, tu peux. Ouais. Est-ce qu'il y a des industries un peu plus comme manufacturières que vous accompagnent des fois? Ou ça, c'est plus rare quand même qu'on nous demande des conseils ou d'aller sur le terrain comme ça. Là. J'aurais tendance à dire qu'eux, ils ont quand même très grands impacts. Oui, là, puis, oui. Et ça, c'est plus du cas par cas, dépendamment de c'est quoi leur procédé. Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire, accompagner ces industries-là? Moi, j'aimerais bien. En fin de compte, avant de travailler au Gram, j'ai déjà fait un petit peu ça parce que j'ai accompagné des bâtiments pour devenir des bâtiments certifiés, écologiquement certifiés. LEED ou... BOMA Best. BOMA Best? OK, ça, je connais pas. Vous ne connaissez pas? C'est pour des bâtiments existants. Donc, qui sont déjà... ils sont déjà là, mais des gens peuvent faire des efforts dans leur gestion pour diminuer leur impact sur l'environnement. Et là, ils peuvent donc recevoir une certification pour ça. Notamment donc sur la gestion de leurs matières résiduelles, sur l'électricité, économie d'eau. Il y a une étude actuelle de qu'est-ce que le bâtiment consomme, puis après proposer des mesures. Oui. Okay. Comment ils peuvent diminuer justement toute l'utilisation des ressources et des déchets générés, puis offrir... tu sais, j'ai accompagné par exemple Place Montréal Trust. Non, je connais pas ça. Place Montréal Trust, c'est un gros centre d'achat sur l'avenue McGill, centre-ville. OK. Oui. Puis c'est ça, on a regardé justement pour avoir des îlots
des déchets plus performants, mieux aménagés. Puis, comment récupérer l'eau du toit au lieu que ça va... C'était... Dans le système pluvial. Oui, c'était intéressant. Ouais. Puis, c'est ça, ils ont obtenu leur certification, ils étaient tout contents. Puis, quelques années plus tard, j'avais rencontré le monsieur, puis il a dit, ben maintenant, on a engagé deux employés parce qu'il y avait de la misère avec le tri. Tu sais, les clients qui sont dans un centre d'achat, ils font... N'importe quoi. Veut pas, c'est très difficile. Là, ils mettent tout partout. Il dit, maintenant, j'ai 2 employés, là, ils font le tri des poubelles. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais. Ah, fait que ça compte vraiment pour lui, c'est cool. Wow, c'est intéressant, ça. Wow, c'est un beau témoignage. Mais c'est ça. Donc, ça arrive vraiment des entreprises qui veulent puis qui prennent ça au sérieux. Ils existent. Oui, là, c'est ça. Exact. Ouais. Comment vous voyez l'évolution des écoquartiers puis de la mobilisation citoyenne à Montréal, au Québec, pour les prochaines années? Ça ressemble à quoi? C'est ça. Comme j'ai dit tantôt, on est en train de réviser le programme pour aller plus vers la transition socio-écologique. Donc, vraiment combattre la création de gaz à effet de serre et puis de devenir plus résilient. Donc, aussi travailler sur comment s'adapter au changement climatique. Le verdissement, ça restera vraiment quelque chose sur lequel on va travailler fort. Les transports, c'est sûr que c'est frustrant parce que nous, comme OBNL, on n'a pas le pouvoir de changer le transport en commun, mais on a tellement besoin de transport en commun. Et votre programme le Bon Move, vraiment incroyable. Oui, ça c'est super intéressant. Donc ça, au moins, on peut mettre l'accent là-dessus, puis aussi aider les gens à devenir plus actifs dans leur transport, tu sais, plus de vélo, plus de marche. Juste adopter ça déjà, c'est aussi tellement bon pour la santé. Mais oui. C'est ça fait bientôt 2 ans là, que j'ai plus de voiture. Là, puis, mais juste au niveau stress, là, je veux dire, le trafic, là, il n'y a rien de bon. Hein. Je veux dire, tout le monde le sait qu'il n'y a rien de bon, là, je veux dire, là, mais je veux dire... en tout cas, moi, juste lire un livre dans le métro, là, je dirais, c'est le même temps, là, des fois. On dit tout le temps, Montréal est à 2 heures de Montréal. Là. Ouais. Je veux dire, c'est ça, là, 100%. Là, je suis tellement plus actif. Là, je pense que j'ai des cuisses plus musclées que quand je faisais du triathlon et je faisais du vélo activement. Maintenant que je prends le métro et je cours les escaliers, là, c'est 100% plus. Ça a tellement de bénéfices. Là. Oui, non, ça, c'est un très bon move. Bon move, c'est... Pour vrai, c'est vraiment caché. C'est vraiment... c'est quoi le marketing du gramme, là? Je veux dire, moi, j'aime vraiment votre logo, là, qui est très orthogonal, là, avec... Oui, mais ça, c'est comme un petit arbre... Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Mais le marketing, je suis pas sûre que je comprends ta question. C'est quoi vos stratégies de marketing pour attirer pour chacun de vos programmes? Tu sais, je comprends que le porte-à-porte, mais s'il y a des affiches, comment vous faites pour rayonner? On a notre site web, on a notre page Facebook, on a notre présence LinkedIn, on a notre Instagram, semble-t-il qu'on a même TikTok maintenant. Mon Dieu. Ça va prendre quelqu'un là, pour s'occuper de faire des petites vidéos. Là. Oui. Ben, on a une équipe en communication qui travaille fort là-dessus, là, qui pense à tout ça. Faire des trucs catchy, là, parce qu'il y a un public cible là-dessus, c'est sûr. Là. Oui. Puis on essaie mais justement, tu sais, de partager un balado comme ça, mais c'est super. Déjà, j'ai fait une petite vidéo pour le bingo l'autre jour parce que le bingo nous finance. Non! Ah oui! Puis les gens ne le savent pas. Donc, mais je suis très heureuse de faire savoir aux gens, mais le bingo nous donne des sous. Parce que les bingos, c'est dans leur mandat de financer les OBNL de leur territoire. Oui. Ah ouais, mais pourquoi le bingo, mon Dieu? C'est quoi comment ça s'est passé, ça? Je sais pas, mais ça fait longtemps. Okay. Ils financent aussi, tu sais, le club de kayak, la fondation de l'hôpital, puis... mais tout sur le territoire de la Chine, le bingo de la Chine va donner des sous à ces œuvres-là. Ah ouais? Puis ça se passe où, le bingo la Chine? C'est pas loin de chez nous. C'est sur la rue Saint-Antoine, un gros bingo, là. Toujours bien visité. Ouais. OK, cool.
Ouais. Puis y a-tu des prix qui se gagnent là-bas, justement? Ou, Des prix, ben, c'est comme un bingo normal. OK. Ouais. La seule chose que la bingo nous demande en retour, c'est que nous, on vient jouer au bingo de temps à autre avec des employés. Ah ouais! C'est très Oui. cute! Ouais, Est-ce qu'il y a de la nourriture qui se mange Oui, là-bas? tu achètes ton spaghetti. Et puis, Ah ouais? C'est une cafétéria ou Ouais, c'est une des petite plats jetables? Ou, Oh my God, oui, sûrement. Ah, OK. Ouais. Ou c'est des assiettes physiques avec un lave-vaisselle et tout, là? Oh my God, je ne pourrais pas le dire. Je sais qu'ils ont un petit comptoir là où tu peux acheter des choses à manger, mais j'ai pas mangé ça là encore. Un grand fervent de spaghetti. Je vais peut-être venir Ah juste oui? pour le spaghetti jouer au bingo, là. C'est très spécial. C'est quoi le message que vous voudriez transmettre aux prochaines générations ou une initiative locale là, à tout le monde? C'est quoi votre message de bienveillance? De bienveillance. Moi, je dirais, faites quelque chose. Si je sais que c'est le sentiment d'impuissance qui est très fort. Quand on pense à l'environnement, c'est trop gros, les problèmes sont trop grands, je peux rien faire. Ce n'est pas vrai. On peut toujours faire des petites choses. Et même si on pense, mais ça donne rien du tout, c'est pas vrai. Parce que vous le faites, votre voisin vous voit, il va le faire aussi. Et puis, vos enfants ou vos parents vont le voir, ils vont dire « Ah, c'est intéressant ». Et c'est comme ça qu'on crée le changement, une à une. C'est vraiment pas en restant sur son divan puis de s'appuyer sur son sort. Ben, durant c'est ça que, en fait, c'est ce que j'ai le plus aimé durant ma collecte des déchets avec le Gram. Il y avait plein de familles qui nous prenaient en photo. Puis ils étaient comme, oh, wow, là, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des familles qui venaient jeter leurs déchets à nous. Puis ils mangeaient des maïs, là, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ah, oui. Puis ils mangeaient des maïs, puis ils ont fait, on va aller le jeter là pour... Puis en tout cas, fait que je pense vraiment que, comme vous dites, là, d'agir, prêcher par l'exemple, c'est définitivement ça qui fait la différence. Là. Oui. Ouais. Puis il y a des organismes en environnement partout. Il y a des écoquartiers dans tous les arrondissements. Allez voir des activités. Ils ont toujours besoin de bénévoles. Comment qu'on les trouve? Ben, sur le web, le regroupement des écoquartiers, toutes les adresses sont là. Donc, si on cherche regroupement des écoquartiers, vous pouvez trouver l'écoquartier qui est près de chez vous. Mm-hmm. Et ils font tous des activités différentes et intéressantes. Mm-hmm. Et donc, regardez ça, puis c'est ça, allez-y. Allez-y. Oui. Est-ce qu'on peut vous suivre sur certaines plateformes, Instagram, Linktree ou site Internet? Oui. Juste mentionner... LinkedIn, Instagram, Facebook, on est tous là. Le Instagram, c'est gram.quelque chose? Gram.org. Gram.org, OK, super. Oui. Puis y a-t-il des prochains événements qu'il faut qu'on suive qui vont être intéressants? Parce que je sais qu'on est en pleine neige. Oui, là, on est en pleine neige. En fin de compte, là, on commence bientôt une campagne de financement. OK. Donc, pour notamment notre programme éducatif avec les tout-petits, donc lecteurs en herbe. Donc, pour financer ce programme-là, donc regardez nos réseaux, puis donner un petit peu de sous pour qu'on puisse continuer à aller faire de la lecture avec les petits bouts de choux dans la nature. Oui. Merci beaucoup, Femke, d'être venue au podcast Écologie Société. Est-ce que vous avez aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. Dès que j'ai parlé vraiment... dans tous les sens, mais... mais non, mais c'était excellent. On a bien couvert ça, là. De toute façon, je vais faire les chapitres, là, puis... OK, c'est bon. On va faire, là. Puis l'invitation est encore là pour votre collègue Sandrine. Même, ça ne me dérangerait vraiment pas qu'elle reviendrait même nous dire justement cette portion-là du Gram. Là, oui. C'est super intéressant. Là. Oui, c'est sûr que c'est elle qui saura plus parler de la communication, parce que c'est ça. Moi, je trouve ça dur, mais peut-être qu'elle ne trouve pas ça dur. Ça prend là, tout pour faire un monde. Oui. Donc, merci d'avoir été avec nous au podcast Écologie et Société. Si l'épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, puis continuer les réflexions un peu comme la collectivité que le Gram fait. On se retrouve sur Instagram à écologie.société pour suivre nos prochains épisodes, les prochaines ressources, puis participer aux conversations. Nous suivre sur... LinkedIn, le Linktree. Je vais mettre le lien du Gram justement dans la section lien pour le podcast. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut. Merci.